Au cœur d'une tempête de neige, un milliardaire ouvrit sa porte pour trouver une petite fille grelottante, serrant son frère de 8 mois, implorant un abri. Ils nous ont jetés dans la neige comme des déchets. Ce qui arriva ensuite devint une promesse à vie, un combat pour la famille, et un miracle qui fit fondre les cœurs gelés. Le blizzard avait englouti l'autoroute bien avant la tombée de la nuit. Le vent déchirait les crêtes du col de Teton, au Wyoming, transformant le manoir High Ridge en un fantôme de verre et de pierre. À l'intérieur, Cassian High, 35 ans, milliardaire et exilé volontaire, était assis devant un feu mourant, savourant le silence comme d'autres savouraient le vin. Puis, il y eut 3 coups à la porte. Ils étaient secs, inégaux, désespérés. Au début, il pensa que c'était la tempête qui jouait encore avec les portes. Mais le son revint, plus lourd, plus urgent. Le front de Cassian se plissa. Personne ne venait ici, pas sans invitation. Les portes étaient verrouillées, la route impraticable. Il traversa le hall de marbre, chaque pas résonnant dans la maison vide. Lorsqu'il ouvrit la porte, le monde rugit dans un souffle de neige et d'obscurité, et un vent si froid qu'il lui transperça le pull. Au début, il ne vit rien d'autre que des flocons pris dans la lumière du projecteur. Puis, à peine visible contre la congère, une petite silhouette trembla sur les marches. Une fillette, pas plus de 8 ans, enveloppée dans un manteau trempé, 2 tailles trop grands. Dans ses bras, un petit garçon inerte sous une couverture effilochée. Ses lèvres étaient gercées et bleues, ses cils bordés de glace. Elle leva les yeux, sa voix brisant la tempête. « S'il vous plaît, monsieur, ils nous ont jetés dans la neige comme des ordures. S'il vous plaît, juste une nuit. » Cassian se figea. Pendant un instant, l'instinct lui cria de fermer la porte, de retourner à sa solitude. Ce n'était pas son monde. Il traitait des chiffres, pas des larmes. Pourtant, la vue de ses bras tremblants autour d'un enfant, une sœur portant une vie plus petite que sa propre peur, le cloua sur place. Le vent hurlait à travers l'ouverture. Il expira, longuement et fatigué. « Entrez, dit-il enfin. » Et juste comme ça, la forteresse de silence se fissura. La lourde porte gémit en se fermant, scellant la tempête à l'extérieur. Pendant un instant, tout ce que Cassian put entendre fut le son de la neige qui fondait en gouttes sur son sol, et les respirations faibles et irrégulières des 2 enfants devant lui. La fillette, Mara Queen, dirait-elle plus tard, se tenait droite et petite dans le vaste hall d'entrée, ses bottes trempées, laissant des empreintes fantomatiques sur la pierre polie. Cassian hésita, ne sachant que faire de quelque chose d'aussi fragile. Son manoir était conçu pour le calme, pour l'ordre, l'acier, le verre et la solitude. Ce n'était pas un endroit construit pour des enfants, surtout pas pour ceux qui semblaient avoir rampé hors d'un cauchemar. Par ici, marmonna-t-il, faisant signe vers la cheminée au bout du couloir. Mara obéit sans un mot, serrant le bébé plus fort. Il remarqua la façon dont ses bras tremblaient, non de peur, mais d'épuisement pur. La tête du garçon reposait sur son épaule, ses respirations rapides et superficielles. Au moment où ils atteignirent le foyer, Cassian put voir que ses mains étaient à vif, éraflées, comme si elle était tombée plus d'une fois sur la glace. Elle déposa le bébé sur le tapis, ses mouvements prudents et instinctifs, comme une mère trop jeune pour ce titre. Cassian s'agenouilla près du feu et ajouta du bois, les flammes s'animant. « Vous pouvez vous asseoir, dit-il, son ton sec, professionnel, comme un homme concluant un marché qu'il ne voulait pas. Mara s'assit en tailleur, les yeux fixés sur la lumière vacillante. Le bébé gémit. Elle le serra de nouveau contre elle, murmurant quelque chose que Cassian ne put entendre point. Pour la première fois depuis des années, la chaleur se répandit dans la maison, non pas du feu, mais du son de la voix d'un enfant brisant le silence. Cassian se détourna avant qu'il ne puisse voir la confusion dans ses yeux. Il se dit que c'était temporaire, une nuit, jusqu'à ce que la tempête passe. Le feu devint régulier, peignant la pièce de ton de cuivre et d'or. Cassian se tenait à part, les mains dans les poches, observant la scène comme s'il observait des étrangers d'une autre vie. La fillette était assise près des flammes, ses fines épaules tremblant sous le manteau trop grand. Le bébé se blottissait contre sa poitrine comme un fragile secret. Il se dirigea vers la cuisine sans un mot. Vieille habitude, le contrôle par l'action. Les placards s'ouvrirent en un murmure, le métal tinta point en quelques minutes, il revint avec un plateau de pain, de fromage et de lait chaud. L'offrande la plus simple qu'un homme comme lui pouvait faire. Les yeux de Mara suivirent le plateau avec la concentration silencieuse d'une faim trop longtemps niée. Elle ne le prit pas immédiatement. Ce n'est que lorsque le bébé bougea et gémit qu'elle prit un morceau, le grignotant par petites bouchées, comme si elle craignait de voler trop au moment présent. Des miettes parsemaient ses gants déchirés. Cassian s'appuya sur le manteau de la cheminée,
observant. Vous devriez manger, dit-il, sa voix plus rude qu'il ne l'avait voulu. Il aura besoin de vous forte. Elle hocha la tête, mâchant toujours. Merci, monsieur. Sa voix se brisa sur le mot « merci ». C'était le genre de gratitude qui portait plus de peur que de réconfort. Et elle remarqua alors comment elle continuait de jeter des coups d'œil vers la porte, la même porte qu'il avait presque laissé mourir de froid. Chaque regard portait une question qu'elle n'osait pas poser. Les laisserait-il rester? Lorsque le vent cessa de hurler, le bébé laissa échapper un léger cri, et Mara le berça doucement. « Chut, Théo, murmura-t-elle. Le nom s'échappa comme une confession. Cassian cligna des yeux. Théo, mon frère, dit-elle doucement. Il a 8 mois. Il hocha lentement la tête, une étrange douleur lui serra la poitrine. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, pourtant quelque chose dans le petit poing s'accrochant à sa manche transperça les années d'indifférence pratiquée. Et la tempête hurlait contre la vitre, et Cassian sentit cette sensation troublante que le destin avait forcé l'ouverture de sa porte, non par accident, mais par intention. Lorsque Mara croisa de nouveau son regard, ses yeux reflétaient à la fois la lumière du feu et le dehors sauvage. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, juste jusqu'au matin. » Cassian détourna le regard, mais à l'intérieur, quelque chose savait déjà. Le matin ne mettrait pas fin à cela. L'horloge sur la cheminée passa minuit. La tempête ne s'était pas calmée. Au contraire, la voix du vent était devenue plus cruelle, raclant les vitres comme des ongles. Cassian était assis dans le fauteuil en cuir en face du feu, son bourbon intouché reflétant les flammes. En face de lui, Mara restait sur le tapis, une silhouette d'innocence obstinée. Ses yeux mi-clos de fatigue, mais toujours alerte. Théo dormait maintenant, emmitouflé dans l'une des couvertures de laine de Cassian. Sa respiration était irrégulière, avec un léger râle qui faisait se crisper Mara chaque fois qu'il se produisait. Cassian remarqua ses épaules se tendre à chaque son. Finalement, il rompit le silence. « Où sont tes parents ?» Elle ne le regarda pas, parti. « Parti où ?» Sa mâchoire trembla. « Je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Ils ne sont pas revenus. » Cassian se pencha en avant. « Vous êtes venue ici toute seule ?» Son regard vacilla vers Théo. « Nous étions dans un lodge de l'autre côté de la crête. Ils ont dit que nous ne pouvions plus y rester. » Sa voix tomba en un murmure. « Ils ont dit qu'il pleurait trop. » Cassian expira lentement, la colère montant sous ses côtes. « Alors, ils vous ont jeté dehors. » À ces mots, le menton de Mara se leva, une étincelle de défi perçant l'épuisement. « Ils ont dit que nous trouverions quelqu'un d'autre, quelqu'un de riche, quelqu'un qui nous accueillerait. » Il se figea, son pouce accélérant. « Quelqu'un de riche. » Les mots planèrent dans l'air, plus froids que la neige à l'extérieur. « Tu penses qu'il parlait de moi ?» demanda-t-il doucement. Mara hésita. « Je ne sais pas. J'ai juste vu les lumières. » Elle recula, craignant qu'il ne les renvoie pour avoir dit la mauvaise chose. Cassian ne bougea pas. Le feu crépita, et dans son reflet, il aperçut un instant de lui-même, l'homme qui avait passé des années à payer pour le silence, maintenant piégé dans une maison soudainement remplie de bruits fragiles et de vérité. Il se leva brusquement, arpentant la pièce vers la fenêtre. La tempête effaçait l'horizon, le blanc engloutissant tout point derrière lui, la voix de Mara vint, douce mais ferme. « Nous n'avons pas besoin de grand-chose, juste d'un endroit où il peut respirer de l'air chaud. » Cassian se retourna. Sa réponse vint, basse, certaine et finale. « Vous aurez cela cette nuit. » Et bien qu'il ne le sût pas encore, il venait de choisir de rester. Au moment où le feu avait faibli, un nouveau son remplit la pièce. Le halètement fragile et irrégulier d'un enfant luttant pour respirer. La respiration de Théo avait changé. Ce qui était autrefois un rythme doux était devenu superficiel et aigu, chaque inspiration raclant comme le givre sur le verre. Mara se réveilla en sursaut, la panique brisant instantanément son épuisement. Elle posa une main sur le front de son frère. « Il est chaud » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Il brûle. » Cassian fut à ses côtés en un instant, ses instincts l'emportant sur la pensée. Il toucha la peau du bébé. Elle était brûlante, irradiant une chaleur qui n'appartenait pas à la vie, mais à la fièvre. Depuis combien de temps est-il comme ça? Ça a commencé cette nuit. Parfois, ça arrive quand il a froid trop longtemps, dit Mara rapidement, serrant Théo plus près, comme si elle craignait que Cassian ne le lui prenne point et elle se redressa,
calculant déjà la distance, les options, les risques. Il a besoin d'un hôpital. Non, coupa T.L., plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Sa voix se brisa et des larmes remplirent ses yeux. Si nous y allons, ils poseront des questions. Ils me l'enlèveront. S'il vous plaît. Ils disent toujours que c'est mieux pour lui, mais ce n'est pas vrai. Il a besoin de moi. Cassian se figea. Il y avait quelque chose dans son plaidoyer, un écho brut qu'il reconnaissait point et la même peur qu'il avait autrefois portée, enfant, attendant dans un hall d'orphelinat des parents qui n'étaient jamais revenus. Il s'agenouilla, baissant le ton. Écoute-moi, Mara. Il est en danger. Je te promets que je ne laisserai personne vous séparer. Mais il a besoin d'aide maintenant. Ses grands yeux sombres fouillèrent son visage, cherchant la trahison, le mensonge. La seconde s'étira, marquée seulement par les petites toux saccadées de Théo. Puis elle fit un seul signe de tête. Cassian expira, le soulagement coupant la tension. Il se leva, enfilant son manteau et son écharpe. Prends tes bottes. Nous partons. Dehors, le vent hurlait à travers la crête, faisant vibrer les fenêtres comme des avertissements. Alors qu'il ouvrait la porte, la neige s'engouffra de nouveau dans l'entrée. Mara protégea Théo sous la couverture, le suivant de près. Pour la première fois depuis des années, Cassian s'avança dans la tempête, non pour fuir le monde, mais pour en sauver quelqu'un. Le moteur du SUV rugit, les phares fendant le mur de blanc qui dévorait la route. Le col de Téton s'était transformé en un tunnel de neige aveuglante et de vent hurlant. Cassian serra le volant si fort que ses phalanges pâlirent, chaque muscle de son corps tendu. Mara était assise à l'arrière, Théo emmitouflé dans des couches de couverture, sa petite silhouette se balançant au rythme de la respiration du bébé. Le chauffage luttait contre le froid, mais ne parvenait pas à gagner. Chaque rafale secouait le véhicule comme une main en colère. Le domaine de Cassian rapetissait derrière eux, ses lumières lointaines englouties par la tempête. Ses yeux jetèrent un coup d'œil au rétroviseur. Les lèvres de la fillette bougeaient silencieusement. Elle murmurait, peut-être priait d'HL. Et elle l'entendait à peine par-dessus le moteur. « Tu tiens bon à l'arrière » cria-t-il. Mara leva les yeux. Son visage était pâle comme un fantôme sous la faible lueur. « J'essaie, dit-elle. Puis, plus doucement. Il est toujours chaud. Cassian appuya plus fort sur l'accélérateur. La route de montagne serpentait comme un reptile. Les virages serrés étaient cachés sous la neige. Une plaque de glace noire apparut sous les phares, trop tard. Le SUV dérapa violemment. Cassian jura, donnant un coup de volant. Le monde devint flou, une tache de lumière, de blanc et de terreur jusqu'à ce que les pneus retrouvent leur adhérence. Silence. Son cœur battait la chamade. Théo gémit. La voix de Mara trembla depuis le siège arrière. « Vous avez failli. »« Je sais, » coupa Théil, la voix tendue. « Nous allons bien. » Elle serra Théo plus fort, murmurant à l'oreille du bébé. « C'est bon, petit. » Il essaie. Quelque chose se tordit dans la poitrine de Cassian. Il avait parcouru cette route des centaines de fois, habituellement seul, la radio éteinte et le monde extérieur fermé. Maintenant, chaque kilomètre était comme un vœu. Chaque battement de cœur signifiait les garder en veilleux. Et la tempête commença à s'éclaircir alors qu'il descendait dans la vallée. Les lumières de Jackson Hole scintillaient faiblement à travers la brume. Cassian expira pour ce qui lui sembla être la première fois depuis des heures. Lorsque le panneau de l'hôpital apparut à travers la neige, Mara halta. « Sommes-nous vraiment ?»« Oui, » dit-il, fonçant dans l'entrée des urgences. « Nous sommes là. » Il sauta dehors, le froid le transperçant comme une lame. Il ouvrit la porte arrière et tendit la main vers le bébé. Théo était brûlant, inerte, mais respirait. « Laisse-moi faire, » dit-il. Mara hésita, puis abandonna l'enfant dans ses bras, le premier acte de confiance entre eux. Cassian courut à travers les portes coulissantes, dans la lumière et la chaleur des urgences, criant à l'aide. Des infirmières se précipitèrent, les voix se chevauchant. Le rugissement de la tempête s'estompa derrière lui, remplacé par le bourdonnement urgent de la vie humaine. Les lumières fluorescentes traversaient l'air stérile de l'hôpital Saint-John, se reflétant sur les sols polis et les instruments chromés. Les bottes de Cassian laissaient des traces humides derrière lui alors qu'il se précipitait le long du brancard, le petit corps de Théo entouré d'infirmières. Les moniteurs émettaient des bips. Les fils s'en mêlaient. L'urgence emplissait le couloir. Fièvre à 40, appela une infirmière. Préparez la ligne d'oxygène.
Mara s'accrochait à la manche de Cassian, son visage marqué par la peur. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Cassian ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Pas encore. Il avait affronté des crises commerciales valant des milliards sans sourciller point, mais la vue de cet enfant fragile luttant pour respirer le décomposé d'une manière qu'aucun marché n'avait jamais fait. Un médecin d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés et aux yeux calmes apparut, glissant son stéthoscope en place. Que s'est-il passé? La réponse de Cassian fut rapide, automatique. Ils sont apparus à ma porte pendant la tempête. Le bébé était déjà fiévreux. Nous sommes venus directement ici. Le médecin hocha la tête vivement, vérifiant la poitrine de Théo. Un léger râle résonna du stéthoscope. Pneumonie due à l'exposition, peut-être une bronchite précoce. Nous commencerons les antibiotiques et les liquides tout de suite. Il regarda Mara. Vous êtes sa sœur? Elle hocha la tête, serrant la barre du lit d'hôpital. Ne les laissez pas me le prendre, murmura-t-elle. L'expression du médecin s'adoucit. Personne ne le prendra. Nous avons juste besoin de l'aider à respirer, ma chérie. Ils poussèrent Théo dans une salle de traitement, les portes vitrées se refermant. À travers la fenêtre, Mara pressa sa main contre le verre pendant que les infirmières travaillaient, tube, capteur, commande discrète. Cassian se tenait à ses côtés, silencieux, son propre reflet fantomatique sur l'image du bébé. Les minutes s'étirèrent comme des heures jusqu'à ce que le médecin réapparaisse. Il est stable pour l'instant, dit-il. Nous le garderons la nuit en observation. Mara s'affaissa de soulagement, mais les larmes coulèrent librement sur ses joues. Elle se tourna vers Cassian, murmurant « Vous avez promis ». Il croisa son regard. « Et je tiendrai cette promesse. » Le médecin fit signe vers la salle d'attente. « Quelqu'un des services sociaux voudra vous parler bientôt à tous les deux. » C'est la routine. La mâchoire de Cassian se crispa point. « Routine » répéta-t-il, bien que le mot ait un goût de menace. Alors qu'ils étaient assis dans la salle d'attente stérile, la petite main de Mara se glissa dans la sienne, un geste silencieux de confiance né de l'épuisement. Pendant un instant, Cassian la laissa là, chaude et tremblante. Dehors, la tempête faisait toujours rage contre la vitre, mais à l'intérieur, un autre type de temps se formait, la première lueur d'appartenance chez un homme qui pensait ne plus jamais la ressentir. Il était presque l'aube lorsque Cassian sortit Théo de l'hôpital, son petit corps emmitouflé dans des couvertures fraîches qui sentaient légèrement le détergent et la sécurité. La tempête s'était adoucie, réduite à un murmure régulier de flocons de neige dérivant dans l'air. Mara marchait à ses côtés, sa petite main agrippant le bord de son manteau, comme si lâcher prise pouvait briser le fil fragile qui maintenait son monde intact. Le SUV attendait sous la faible lueur orange des lumières de stationnement. Cassian ouvrit la porte, aida Mara à monter, puis attacha Théo dans le siège auto que les infirmières lui avaient donné. Le bébé bougea, laissant échapper un faible soupir. Ce son, si petit, si humain et vivant, fit vaciller quelque chose de chaud dans la poitrine de Cassian. Ils roulèrent en silence au début, l'autoroute serpentant à travers les pins endormis. L'horizon rougissait légèrement, promettant la lumière du jour. Mara continuait de regarder Théo, puis Cassian, comme si elle mesurait si la confiance pouvait vraiment exister envers un homme qu'elle avait rencontré il y a moins d'une nuit. Finalement, sa voix vint, petite mais ferme. Vous n'étiez pas obligé de nous aider. Les mains de Cassian restèrent sur le volant. Peut-être que si. Elle fronça les sourcils, perplexe. Pourquoi? Il hésita. Parce qu'une fois, quelqu'un n'a pas ouvert la porte pour moi. Les mots planèrent entre eux comme un souffle dans l'air froid. Mara se tourna vers la fenêtre, son reflet faible dans le verre. Les gens n'aiment pas les ennuis, dit-elle. Ils aiment faire semblant de ne pas les voir. Il eut un rire court et sombre. Tu as l'air plus âgé que 8 ans. J'ai dû l'être, murmura-t-elle. Le reste du trajet se passa tranquillement alors que les premières traînées dorées de l'aube éclairaient les montagnes. Le manoir de High Ridge apparut, ses murs de verre brillant faiblement comme un souvenir renaissant. Cassian se gara, sortit et ouvrit la porte arrière. Venez, dit-il doucement. Rentrons tous les deux. Mara hésita sur le seuil, jetant un coup d'œil au monde blanc derrière eux. Devrons-nous repartir? Cassian la regarda, le vent tirant sur son manteau. Pas aujourd'hui. Elle étudia son visage à la recherche de la vérité, puis hocha la tête et entra. La porte se referma derrière eux, scellant la tempête à l'extérieur. À l'intérieur, la cheminée attendait, froide et éteinte,
mais l'air était différent, moins vide. Cassian porta Théo jusqu'au canapé, tandis que Mara suivait, les yeux écarquillés d'une curiosité méfiante. L'homme qui avait juré de ne plus jamais ouvrir sa porte avait ramené la tempête à la maison, et avec elle le début de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Le manoir était silencieux lorsqu'ils entrèrent, mais pas le même genre de silence qu'avant. Il n'était plus creux. Il écoutait. Cassian traversa le foyer, ses bottes goûtant de neige fondue, son esprit partagé entre la fatigue et l'incrédulité. Dans la douce lumière de l'aube, les murs de verre reflétaient le trio comme des fantômes retrouvant le chemin de la veille. Elle déposa Théo sur le long canapé en cuir près du foyer. Les joues du bébé étaient de nouveau roses, sa respiration régulière sous des couches de couverture. Mara s'agenouilla à ses côtés, ses cheveux emmêlés, les yeux gonflés par la nuit, mais elle n'avait plus l'air brisé. Elle avait l'air ancrée. Cassian se redressa et se tourna vers le couloir juste au moment où une voix appela d'en haut point. « Monsieur !» C'était Rhea Park, sa chef de sécurité et plus ancienne confidente, debout sur le palier dans un pull foncé et un jean. Le sommeil s'accrochait encore à sa voix. Ses yeux vifs balayèrent la scène, enfant, bébé, couverture, et s'écarquillèrent légèrement. « Dois-je même demander ?»« Probablement pas, » marmonna Cassian, retirant ses gants. Ils avaient besoin d'aide. Rhea descendit les escaliers, chaque pas mesuré point. De l'aide ou une opération de sauvetage dans un blizzard? Il ignora la pique, se dirigeant vers la cheminée. Pouvez-vous demander au personnel de préparer une chambre d'amis? Du lait chaud, de la soupe, quelque chose de doux. Rhea cligna des yeux. Pour le petit ou le grand? Les deux, dit Cassian, lui jetant un regard qui la fit sourire malgré elle. Et appelez mon médecin, discrètement. Pas de presse, pas de fuite. Compris, dit-elle, son regard se posant sur Mara. Elle est courageuse, ajouta Rhea doucement. On le voit. Mara leva les yeux, incertaine si on lui parlait ou si on parlait d'elle. Nous ne resterons pas longtemps, murmura-t-elle. Cassian s'accroupit pour se mettre à son niveau. Vous resterez jusqu'à ce qu'il aille mieux, et jusqu'à ce que je dise que vous êtes en sécurité. Ce n'est pas négociable. Les mots étaient fermes, mais son ton portait quelque chose qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. L'attention, pas le commandement. Mara cligna des yeux, incertaine de la façon de répondre. Puis elle hocha la tête, petit élan. Rhea l'observa tranquillement, les bras croisés, comprenant plus qu'elle ne disait. Tu sais, ce n'est pas ton genre, murmura-t-elle. Cassian eut un sourire fatigué et tordu. Peut-être que c'est le but. Dehors, les dernières bourrasques de neige descendaient la crête. À l'intérieur, le feu prit, s'élevant en une douce lumière orange. La maison qui avait autrefois résonné d'absence exhalait maintenant de la chaleur, comme si elle aussi avait attendu que quelqu'un frappe. Le soir venu, le manoir ne ressemblait plus à un musée. Le parfum de bouillon de poulet et de fumée de pain flottait dans l'air, chassant le froid stérile qui avait défini le monde de Cassian pendant des années. Dans le salon, le feu crépitait doucement, projetant une lumière agitée sur le cuir et le verre. Mara était assise en tailleur sur le tapis, donnant à Théo de petites gorgées de bouillon à la cuillère. Le teint du bébé était revenu, une légère rougeur fleurissant sur ses joues. Ses yeux s'ouvraient et se fermaient entre les cuillerées, suivant les flammes comme s'il regardait quelque chose de sacré. Cassian se tenait au bord de la pièce, à moitié caché dans l'ombre, une main dans sa poche, l'autre serrant une tasse de café intouchée. Il ne savait pas comment agir avec des enfants. Ses instincts de salle de réunion, efficacité, contrôle, précision lui semblaient absurdes ici. Pourtant, le rythme simple des soins de Mara l'hypnotisait. « Tu es doué pour ça, dit-il doucement. Mara leva les yeux, surprise. Pourquoi? Le garder calme? Le nourrir? Survivre? Elle haussa légèrement les épaules. Personne d'autre n'allait le faire. La gorge de Cassian se serra. Il se détourna, étudiant le scintillement du feu plutôt que son visage. Les flammes lui rappelèrent un autre hiver, il y a longtemps, quand il avait été celui laissé en attente dans un foyer d'État, regardant à travers une vitre givrée des parents qui n'étaient jamais revenus. Le souvenir le serrait comme une vieille ecchymose. Rhea entra, portant des couvertures pliées, et les posa sur le fauteuil. La chambre d'amis est prête, dit-elle, puis jeta un coup d'œil aux enfants. Ils ont traversé l'enfer. Cassian hocha la tête. Moi aussi, marmonna-t-il à voix basse, bien que Rhea l'ait entendu. Les yeux de Mara passèrent de l'un à l'autre. Nous pouvons dormir ici, dit-elle rapidement.
Près du feu. Je n'ai rien contre le sol. Cassian secoua la tête. Vous prendrez la chambre, tous les deux. Elle est chaude et elle se verrouille. Se verrouille? Répéta-t-elle, méfiante point. Pour que tu te sentes en sécurité, répondit-il. Son expression s'adoucit, quelque chose changeant doucement dans son regard, la première étincelle de confiance qui n'était pas née du désespoir. Ria prit Théo pendant que Cassian aida Mara à se lever. La fillette chancela, étourdie par l'épuisement, mais quand la main de Cassian lui stabilisa l'épaule, elle ne se retira pas. Alors qu'il marchait vers le couloir des invités, le feu siffla et se calma derrière UX. Et la maison respirait de nouveau, régulière, vivante et pleine de souvenirs qu'elle n'avait pas encore créés. Les lumières du couloir s'atténuèrent en un doux ambre alors que Cassian s'arrêtait devant la suite des invités. L'air sentait légèrement le cèdre et le savon, le parfum d'un espace rarement utilisé mais maintenant hâtivement ramené à la vie. À l'intérieur, Mara blottit Théo sous une lourde couette, du genre à l'engloutir entièrement, ne laissant qu'une touffe de cheveux pâles visible contre l'oreiller. Cassian s'attarda dans l'embrasure de la porte, incertain s'il s'immisçait ou protégeait. Il dormira mieux maintenant, dit-il doucement. Mara tourna ses petites mains, lissant la couverture une dernière fois. Il le fait toujours quand il fait chaud. Il rêve de maman quand il fait chaud. La phrase frappa comme une lame de vérité enveloppée d'innocence. Cassian s'éclaircit la gorge, s'approchant. Tu devrais te reposer aussi. Elle hésita, debout près du lit comme un soldat, refusant de quitter son poste. Si je ferme les yeux, je vois de nouveau la neige. J'entends toujours leurs cris, la portière de la voiture qui claque, ses pleurs. La mâchoire de Cassian se contracta. Tu es en sécurité ici. Personne ne viendra par ces portes. Son regard vacilla vers la fenêtre où le clair de lune peignait un léger givre sur la vitre. Les gens disent toujours ça avant que les choses ne redeviennent mauvaises. Il ne discuta pas. Il se contenta de traverser la pièce jusqu'au mur, d'ouvrir le placard et d'en sortir l'un de ses vieux manteaux de laine. Tiens, dit-il, si les cauchemars reviennent, porte ça. C'est assez lourd pour te faire sentir ancré. Elle le prit avec hésitation, enfouissant son visage dans le col doux. Ça sent le dehors, murmura-t-elle. Probablement la montagne, dit Cassian avec un léger sourire. Et peut-être la fumée. Il se tourna pour partir, mais sa petite voix l'arrêta à la porte. Vous êtes resté debout toute la nuit pour nous, n'est-ce pas? Il se figea, la main sur la poignée. J'ai eu des nuits pires que ça. Merci, murmura-t-elle. Cassian jeta un coup d'œil en arrière. La fillette était montée sur le lit à côté de son frère, son manteau trop grand drapé sur ses épaules comme une armure. Ses paupières vacillèrent, se fermant enfin pour céder au sommeil. Il resta là un long moment, écoutant le rythme régulier de leur respiration, un son étranger mais réconfortant. Le monde extérieur était silencieux, enfoui sous les restes de la tempête. Lorsque Cassian éteignit enfin la lumière et ferma la porte, il réalisa la chose la plus étrange de toutes. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur du noir. Quand l'aube se leva sur les tétons, la lumière entra doucement. Plus l'éclat dur de l'hiver, mais un or doux qui rendait tout à l'intérieur du manoir presque humain. Cassian se tenait au comptoir de la cuisine, les manches retroussées, de la vapeur s'élevant d'une marmite de flocons d'avoine qu'il n'avait pas eu l'intention de faire. Il n'était pas sûr de ce qui le poussait. L'habitude, la culpabilité, ou quelque chose de dangereusement proche de l'attention. Il entendit des pas derrière lui. Mara, enveloppée dans son manteau trop grand, apparut pieds nus et les yeux brouillés. Je ne voulais pas te réveiller, dit-il. Tu ne m'as pas réveillé, murmura-t-elle. Théo l'a fait. Elle hocha la tête vers le hall où un faible gémissement résonnait. Cassian versa les flocons d'avoine dans des bols, lui en tendant un. Mange d'abord. Mara hésita, l'étudiant comme un animal errant étudie une main tendue. Je cuisine pas bien, dit-il sèchement. Mais c'est chaud. Elle prit une bouchée, tressaillit à la chaleur, puis sourit, le premier vrai sourire qu'il lui avait vu. C'est bon, murmura-t-elle. Il se surprit à lui rendre son sourire avant de se détourner. Le médecin passera plus tard. Juste un contrôle. Pas de questions auxquelles tu ne peux pas répondre. Sa cuillère s'arrêta en l'air. Vous voulez dire, pas de questions qui nous feront partir? Cassian la regarda, puis la regarda vraiment. La fillette avait les yeux lasses de quelqu'un à qui on avait fait trop de promesses brisées. Vous ne partirez pas, dit-il doucement.
Pas avant que je sache que vous avez tous les deux une raison de le faire. Dehors, la neige avait commencé à fondre. De minces rivières de soleil se déversaient à travers les arbres points à l'intérieur, quelque chose dégelé aussi, lent, fragile, imparable. Pour la première fois depuis la tempête, Cassian réalisa à quel point le silence avait été bruyant avant leur arrivée. Maintenant, avec 2 bols fumant sur sa table, la maison avait enfin de nouveau un battement de cœur. En fin d'après-midi, la lumière du soleil inonda les murs de verre, transformant la neige extérieure en miroir. Cassian était dans son bureau, parcourant des rapports financiers. Il ne parvenait pas à lire, ses pensées revenant au faible rire qu'il avait entendu plus tôt, doux et éphémère comme celui de Mara alors que Théo gazouillait au son d'une cuillère tapant contre une tasse. Pour la première fois depuis des années, le manoir ne ressemblait plus à un coffre-fort. Il ressemblait dangereusement à un foyer. Puis l'interphone retentit. La voix de Ria crépita, vive et alerte. « Cassian, tu ferais mieux de descendre. Nous avons de la visite. » Il était déjà debout. Devant les portes vitrées givrées, la silhouette attendant à la porte était enveloppée dans une veste en cuir bon marché, son souffle visible dans le froid. Victor Lagne, le nom résonna faiblement du récit fragmenté de Mara la nuit précédente. Cassian s'approcha, la mâchoire serrée. Ria était à ses côtés, une main près de son étui. Il dit qu'il est là pour les enfants. Cassian appuya sur le bouton du haut-parleur du portail. Ceci est une propriété privée. Déclinez votre identité. Victor leva les yeux vers la caméra, un sourire narquois fendant son visage buriné par le vent. Je m'appelle Lagne. Je travaillais à l'entretien du lodge près du col. Ces 2 enfants, ils appartiennent à l'un de nos employés. Je suis ici pour les récupérer. L'estomac de Cassian se glaça. Vous vous attendez à ce que je croie ça? Victor haussa les épaules. La dame est partie la semaine dernière, a laissé des instructions, a dit que si les enfants se montraient, il repartirait avec moi. C'est la famille. Les yeux de Ria se plissèrent. Il ment, marmonna-t-elle. Cassian n'avait pas besoin d'être convaincu. Le sourire de l'homme avait ce genre d'aisance qui vient de la pratique. Et elle se pencha plus près du micro. Vous n'aurez rien ici d'autre que des engelures. Partez. Le sourire narquois de Victor s'estompa. Écoutez, homme riche. Je ne cherche pas les ennuis. Je rends service. Mais garder ces enfants, c'est des ennuis. La voix de Cassian baissa, calme comme la glace et définitive. Vous avez raison sur une chose. Il appuya sur le bouton pour fermer le portail. Vous n'avez pas besoin d'ennuis. Ne revenez pas, le moteur ronronna tandis que les portes d'acier se refermaient, isolant Victor à l'extérieur. Ria expira lentement. C'était lui, n'est-ce pas? Celui qui les a abandonnés. Cassian regarda à travers la fenêtre, la silhouette de l'homme en retraite rapetissant dans la neige aveuglante. Oui, et il va réessayer. Il se tourna vers le hall où des rires lointains résonnaient encore faiblement, mais cette fois il dit, il ne passera pas la porte. Ce soir-là, la tempête était partie, mais le malaise persistait comme de la fumée. Cassian était de nouveau assis près du feu, regardant les braises s'élever et disparaître. Il avait rejoué les mots de Victor Lagne une 12aine de fois, chaque syllabe enduite de tromperie. Pourtant, sous le mensonge, il y avait quelque chose de pire. Et la confiance. La confiance que personne ne protégerait 2 enfants sans nom. Derrière lui, des pas doux se posèrent sur le tapis. Mara apparut, son frère endormi en équilibre sur sa hanche. La lumière du feu attrapa ses yeux, toujours trop vieux pour son âge. Qui était cet homme à la porte? Demanda-t-elle. Cassian hésita, puis fit signe vers le canapé. Quelqu'un qui ne mérite pas de prononcer votre nom. Elle déposa Théo doucement, repliant la couverture sous son menton avant de s'asseoir à côté de Cassian. Les flammes peignaient son visage d'or et d'ombre. Il travaillait au lodge, dit-elle doucement. Il a dit à maman qu'elle pouvait rester si elle nettoyait les chambres et si elle faisait tout ce qu'il demandait. Sa voix faiblit. Quand elle a dit non, il a arrêté de nous donner à manger. La main de Cassian se serra autour du bord de la chaise. Vous voulez dire qu'il... Elle hocha la tête avant qu'il ne puisse finir. Quand maman a essayé de partir, il nous a enfermés dans la réserve. Nous avons trouvé un moyen de sortir par le conduit de la buanderie. C'est comme ça que nous avons atteint la route. Les mots le frappèrent comme le vent à travers du verre brisé, chaque détail plus aigu que le précédent. Il voulait promettre la sécurité,
dire que le passé était révolu. Mais la vérité était que des hommes comme Victor ne s'arrêtaient pas tant que quelqu'un ne les y forçait pas. La voix de Mara trembla. S'il nous trouve, prendra-t-il Théo? Cassian se tourna vers elle, affrontant sa peur de front. Il ne le fera pas. Je t'ai donné ma parole. Mais les gens ne tiennent pas leurs promesses, murmura-t-elle. Il l'étudia, puis parla lentement, chaque mot délibéré. J'ai brisé beaucoup de choses dans ma vie. Point des accords, la confiance, même moi-même. Mais pas ça. Pas vous deux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Théo remua dans son sommeil, un léger soupir s'échappant. Cassian s'avança, attisa le feu et laissa la lueur s'étirer dans la pièce comme un vœu silencieux. Ria entra discrètement, portant 2 tasses de chocolat chaud. Elle les posa et attrapa le regard de Cassian, mi-gratitude, mi-avertissement. Elle hocha la tête une fois. Dehors, la neige avait durci en glace, reflétant les flammes en de minuscules éclats. À l'intérieur, un milliardaire qui fuyait autrefois le monde, brûlait maintenant d'un but assez féroce pour le combattre. La lumière du soleil matinal se répandit à travers les hautes fenêtres, douce et trompeuse, le genre de lumière qui prétendait que tout allait bien. Cassian était assis à la table à manger avec une pile de documents étalés devant lui, son téléphone en mode haut-parleur. À l'autre bout, son avocat, Elliot Grave, expliquait la logistique de la tutelle temporaire. Ce n'est pas compliqué, dit Cass Elliot. Mais ce n'est pas simple non plus. Vous devrez déposer une demande de garde d'urgence auprès des services sociaux, des vérifications d'antécédents, des évaluations de domicile, une procédure standard. Cassian se frotta les tempes. Et si je ne le fais pas, alors ces enfants finiront dans le système, répondit Elliot. Et nous savons tous les deux à quoi cela ressemble. Ses yeux dérivèrent vers le couloir où le doux fredonnement de Mara flottait de la cuisine alors qu'elle essayait de nourrir Théo de fruits écrasés. Cela ne ressemblait plus à une chanson d'étranger. Cela ressemblait à la maison. Je le ferai, dit Cassian. Quoi qu'il en coûte. Bien, mais soyez prêts. Ils enverront quelqu'un bientôt. Probablement Moral. Il raccrocha juste au moment où Dana Moral franchissait la porte d'entrée, ponctuelle comme un nuage d'orage. Ria la salua poliment, bien que sa posture fût protectrice. Les yeux vifs de Dana balayèrent la pièce. Alors, c'est ici qu'ils ont séjourné. Cassian se redressa. Où ils continueront à rester jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Dana corrigea, posant son dossier. Je suis ici pour évaluer l'environnement, pas pour discuter. Elle traversa la maison, notant chaque détail, la taille, le personnel, les caméras de sécurité. Lorsqu'elle s'arrêta près du salon, son regard se posa sur Mara, assise en tailleur sur le tapis, dessinant avec le hochet de Théo à ses côtés. La chaleur de cette image fit Dana s'arrêter juste une seconde de trop. Ils semblent attachés à vous, dit-elle, presque surprise. Cassian croisa son regard. L'attachement n'est pas un crime. Non, dit-elle doucement. Mais c'est fragile. Quand elle partit, le silence revint, plus lourd qu'avant. Cassian se tenait près de la fenêtre, regardant sa voiture disparaître sur la longue allée. Ria s'approcha de lui. Tu penses qu'elle signalera des problèmes? Il secoua la tête. Elle rapportera la vérité. Et c'est assez de problèmes. Il se tourna vers le salon où Mara levait maintenant les yeux de son dessin, une légère question dans ses yeux. Est-ce qu'elle nous a aimés? Demanda-t-elle. Cassian s'accroupit à ses côtés, forçant un petit sourire. Elle comprendra bientôt. Alors qu'elle hochait la tête, satisfaite pour l'instant, Cassian regarda les papiers, toujours sur la table. Pour la première fois, les signatures semblaient plus lourdes que l'acier, car cette fois, il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de garder 2 cœurs sous le même toit. La tempête était terminée, mais un autre genre de frisson balayait le domaine. Cela commença par un téléphone vibrant sur le comptoir, puis la basse malédiction de Ria coupant le calme. Cassian, dit-elle, traversant la cuisine avec sa tablette. Tu dois voir ça. Il se tourna. Sur l'écran brillait un titre étalé sur un site de potin. Le milliardaire Cassian Hay, vu quittant l'hôpital Saint-John avec 2 enfants, famille secrète ou scandale. En dessous, une photo, granuleuse mais indubitable, capturait Cassian berçant Théo avec Mara à ses côtés sous la lumière du blizzard. La section des commentaires s'enflammait de spéculations. Le pouls de Cassian battait dans ses oreilles. Qui a divulgué cela?
Ça pourrait être quelqu'un à l'hôpital, dit Ria d'un ton sombre point. Ou le journaliste qui fouine autour de tes propriétés depuis le dernier trimestre. C'est déjà viral. Il prit la tablette, faisant défiler le chaos, photo de stock de son manoir, mensonge recyclé sur son passé. Une ligne le transperça plus profondément que les autres. Des sources suggèrent que la fillette pourrait être la fille d'une ancienne employée liée à une affaire de personnes disparues. La voix de Mara rompit le silence. Pourquoi les gens disent-ils de mauvaises choses sur nous? Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant Théo, la confusion tremblant dans ses mots. Cassian força son ton à rester stable. Parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. Elle déglutit difficilement. Vont-ils nous emmener? Il s'agenouilla devant elle. Regarde-moi. J'ai dit que je vous garderais en sécurité et je le ferai. Derrière lui, Ria baissa son téléphone. Cassian, le conseil d'administration appelle déjà. C'est un cauchemar de relations publiques. Ils s'attendront à une déclaration. Il se leva, le visage se durcissant. Alors ils en auront une, mais ce ne sera pas celle qu'ils attendent. Quelques heures plus tard, Cassian se tenait devant une équipe de télévision dans son bureau. Pas de script, pas de gestionnaire de relations publiques, juste lui, le feu derrière son épaule, et le poids de la vérité dans sa poitrine. Il regarda droit dans l'objectif. La semaine dernière, j'ai ouvert ma porte à 2 enfants bloqués dans un blizzard. Je n'ai pas demandé d'où ils venaient. J'ai demandé ce dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin de chaleur. Ils avaient besoin de sécurité. Ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, et c'est ce que je leur ai donné. Pas de scandale, pas de secret, juste de l'humanité. Quand il eut fini, l'équipe resta silencieuse. Même Ria cligna des yeux, retenant quelque chose de dangereusement proche de la fierté. Dehors, le vent remua faiblement sur la crête. L'histoire avait éclaté, mais l'homme qui se cachait autrefois derrière ses propres murs aussi. La neige fondue goûtait des avant-toits en battements lents et réguliers, le son résonnant dans la cour derrière l'hôpital Saint-John. Dana Moral se tenait là, le col de son manteau relevé contre le froid, son presse-papier serré sous un bras. En face d'elle, Victor Lang s'appuyait contre une berline rouillée, son sourire narquois paresseux et malveillant. « Je ne vois pas le problème, dit Victor, allumant une cigarette. La femme a laissé ses enfants. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Les yeux de Dana se plissèrent. « Vous voulez dire les jeter dans une tempête de neige ?» Il expira de la fumée. Mieux que de les garder à pleurer toute la nuit. La fille était de toute façon un problème. Trop intelligente, trop bruyante. L'homme sur la colline. Il peut se les permettre. Le pouls de Dana s'accéléra. Alors vous les avez vendus. Victor haussa les épaules. Appelez ça comme vous voulez. C'était tout ce dont elle avait besoin. Son enregistreur clignotait en rouge depuis sa poche, capturant chaque mot. Elle ferma son dossier. Vous avez terminé, monsieur Lagne, son sourire fléchit. Vous pensez que quelqu'un s'en soucie? Ce sont des inconnus. Dana se détourna, sa voix aussi tranchante que l'air hivernal. Plus maintenant. Au moment où elle repartit, sa décision était prise. Son prochain arrêt serait le domaine Aïe, non pas pour retirer les enfants, mais pour les protéger. Au même moment, à des kilomètres plus haut dans la montagne, Cassian se tenait à la fenêtre avec un cœur agité, inconscient de la petite guerre qui se menait pour eux au-delà de ses murs. Mara jouait sur le tapis, Théo riant sur ses genoux, la lumière du soleil baignant leurs pieds. Cassian les regarda et murmura à moitié pour lui-même, « Personne ne vous emmènera. » Sur la route, une voiture approchait à travers la neige fondante, celle de Dana, et pour la première fois depuis le blizzard, le destin était de leur côté. Le palais de justice du comté se dressait, gris et solennel, contre la neige fondante, son drapeau claquant au vent. À l'intérieur, l'air portait le poids de la lumière fluorescente et du jugement silencieux. Cassian y était assis à la première table à côté de son avocat, costume impeccable mais les yeux agités. De l'autre côté de l'allée, Dana Moral arrangeait ses dossiers, sa posture posée mais résolue. Les bancs derrière eux étaient en grande partie vides, juste Ria assise comme une sentinelle et quelques curieux locaux qui avaient vu les gros titres. Au fond de la salle, Mara était assise dans un cardigan emprunté, serrant la couverture de Théo si fort que ses phalanges étaient blanches. L'huissier appela l'affaire. Aïe contre les services du comté, requête pour tutelle d'urgence. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à l'expression de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de chagrins, leva les yeux de ses papiers.
Monsieur Aïe, comprenez-vous ce que vous demandez? La garde temporaire de 2 mineurs sans lien de parenté avéré avec vous. Cassian hocha la tête. Je comprends, mais la parenté n'est pas la même chose que la famille. La salle d'audience se tut. Dana se leva. Votre honneur, s'il est vrai que les actions de Monsieur Aïe ont sauvé la vie des enfants, le département doit assurer leur sécurité à long terme. Tant que la question de l'abandon par leurs parents n'est pas résolue, nous recommandons le placement en famille d'accueil. L'avocat de Cassian commença à protester, mais Dana leva la main point. Cependant, continua-t-elle, de nouvelles preuves ont été soumises ce matin. Elle ouvrit un dossier, appuyant sur lecture sur un petit enregistreur. La voix de Victor Lang remplit la pièce, arrogante, insouciante. La fille était de toute façon un problème. L'homme sur la colline peut se les permettre. Des halètements parcoururent la galerie. Les yeux de la juge s'assombrirent. Cet enregistrement a été authentifié? Oui, votre honneur, confirma Dana. Monsieur Aïe a été le seul à agir pour les protéger. La juge se pencha en arrière, silencieuse un long moment, puis regarda Cassian. Vous avez dit que la famille n'était pas une question de sang. Expliquez ce que c'est alors. La gorge de Cassian se serra. C'est la promesse que l'on tient quand tout le monde s'en va. Sa voix se brisa, douce mais sûre. Je sais ce que ça fait d'être laissé pour compte. Je ne les laisserai plus jamais ressentir ça. Le stylo de la juge plana, puis tomba. Requête accordée. Le son du marteau fut le tonnerre et la miséricorde tout à la fois. Mara leva les yeux du banc, l'incrédulité vacillant en larmes. Cassian se tourna vers elle, offrant le plus faible des sourires. Dehors, la lumière du soleil perça les nuages en retraite, se répandant sur les marches du palais de justice. Et la tempête qui avait commencé à sa porte s'était finalement terminée ici, dans la justice, pas dans la neige. Le trajet de retour à High Ridge fut silencieux. Pas le genre de silence qui blesse, mais le genre qui vibre de quelque chose de nouveau, le son des choses qui se mettent en place. Les montagnes scintillaient d'eau de fonte, et des parcelles de verdure perçaient la neige pour la première fois depuis des mois. Cassian conduisait lentement, le poids de l'ordonnance du tribunal plié dans la poche de sa veste, plus lourd que l'or. Sur le siège arrière, Mara tenait Théo, qui dormait contre son épaule, ses petits doigts enroulés autour de sa manche. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil par la fenêtre, regardant le monde défiler comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Quand ils arrivèrent au manoir, l'air sentait le pain et la terre dégelée. Ria les rencontra à la porte, son calme habituel remplacé par quelque chose proche de la joie. Alors, demanda-t-elle. Cassian brandit le dossier. C'est fait. Ria sourit. Alors bienvenue à la parentalité, patron. Il eut un léger rire, secouant la tête. Ne commence pas à m'appeler comme ça. Trop tard, taquina-t-elle, puis se pencha vers Mara. Félicitations, ma chérie. Mara cligna des yeux, incertaine de quoi dire. Cela signifie que nous pouvons rester? Cassian s'agenouilla à ses côtés, la lumière du soleil des hautes fenêtres les inondant tous les deux. Cela signifie que tu es chez toi, Mara. Plus de fuite. Ses yeux se remplirent instantanément, mais elle se mordit la lèvre, essayant de retenir les larmes. Les gens disent toujours ça, murmura-t-elle. Puis il change d'avis. Il tendit doucement la main, posant une main sur la sienne. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, des entreprises, des maisons, des avenirs entiers, mais ce n'en fait pas partie. Tu n'es pas une obligation. Tu es un choix. Mon choix. Pendant un long moment, elle le regarda, le silence s'étirant comme un pont entre deux mondes. Puis sa voix vint, petite et tremblante. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On vous appelle toujours monsieur. Cassian faillit sourire. Non, je pense que nous pouvons faire mieux que ça. Elle hésita, ses yeux brillants, sa voix à peine un murmure. Puis-je vous appeler papa? La question le frappa plus fort que n'importe quel accord, n'importe quelle tempête, n'importe quelle perte qu'il avait endurée. Sa gorge se noua. Il hocha la tête une fois, fermement, incapable de parler pendant une seconde. Oui. Il réussit enfin, la voix rauque. Oui, j'aimerais ça. Mara se brisa alors, des larmes silencieuses coulant tandis qu'elle se penchait et le serrait dans ses bras. Théo remua entre eux, à moitié éveillé, clignant des yeux vers l'homme qui les avait tous les deux sauvés. Cassian les enveloppa dans ses bras, les yeux se fermant, le moment s'ancrant en lui comme une promesse gravée dans l'os. Pendant des années,
il avait vécu entouré de beauté et de silence, d'un art qui ne signifiait rien et d'une richesse qui ne remplissait aucun vide. Mais ceci, cette étreinte tremblante et imparfaite était tout ce qu'il ne savait pas lui manquer. Ria se tenait en retrait, souriant faiblement. « Tu sais, dit-elle doucement. C'est la première fois que je te vois en paix. » Cassian se tourna vers elle, une main toujours posée protectrice sur l'épaule de Mara. « Peut-être que la paix ne vient pas du silence, dit-il. Peut-être qu'elle vient du bruit que l'on ferait n'importe quoi pour garder. » Ria gloussa. « Alors tu es parti pour une vie de bruit. » Il baissa les yeux vers Mara, qui s'était endormie contre lui, Théo blotti dans ses bras. « Bien, murmura-t-il. Il était temps. » Dehors, le soleil se leva entièrement sur la crête, inondant les murs de verdor. Le manoir, autrefois une forteresse d'isolement, brillait maintenant de lumière, de rire et du son fragile d'un nouveau départ. Pour la première fois depuis des années, Cassian ne possédait pas seulement une maison. Il appartenait à une. Le printemps arriva tard dans les tétons cette année-là. Les dernières neiges se retirèrent le long des pentes comme un fantôme, trop fatigué pour hanter point pendant des semaines. Highridge avait senti la sève et la pluie, la terre propre qui s'éveille. Le manoir qui avait autrefois résonné de silence portait maintenant le doux rythme de la vie. Les rires de Théo pétillant dans les couloirs, le froissement de petits pieds sur les sols polis, et la voix de Cassian, stable, patiente, ne parlant plus au mur. Le matin de l'audience d'adoption, la maison était étrangement calme. Mara était assise à la table de la cuisine dans une robe bleu pâle que Ria avait choisie, brossant nerveusement le bord de sa manche. Théo gazouillait dans sa chaise haute, ravi de rien en particulier. Cassian se tenait près de la fenêtre, ajustant sa cravate comme un homme se préparant à abandonner le contrôle de tout, sauf de ce qui importait le plus. « Tu es prêt ?» demanda Ria depuis l'embrasure de la porte. Cassian se tourna, le plus léger des sourires touchant ses lèvres. « J'ai été prêt depuis la nuit où elle a frappé à ma porte. » Mara leva les yeux, sa voix, petite mais certaine. « Vous promettez que nous restons vraiment, même quand ce n'est pas l'hiver ?» Cassian s'accroupit à côté de sa chaise, croisant son regard. « Surtout quand ce n'est pas l'hiver. » Ils se dirigèrent vers la ville sous une douce bruine qui brouillait les montagnes en aquarelle. Le palais de justice se dressait devant eux, le même bâtiment où, des semaines plus tôt, Cassian s'était battu pour la tutelle temporaire. Mais aujourd'hui, l'air semblait plus léger. Même les gardes à l'entrée semblaient le sentir, hochant la tête gentiment au passage de Mara, serrant l'ours en peluche de Théo. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Whitmore, aux cheveux argentés soigneusement épinglés, les lunettes posées bas, sourit en les voyant. « Monsieur High, Mademoiselle Quinn, dit-elle d'un ton plus doux qu'avant. Vous avez été occupé. » Cassian rit doucement. « Oui, votre honneur. » Dans tous les sens du terme. Dana Morale était assise à proximité. Son professionnalisme autrefois s'est adouci par une fierté discrète. Elle croisa le regard de Cassian et fit un petit signe de tête, le genre partagé entre des personnes qui ont combattu la même tempête et y ont survécu. Le greffier tendit une épaisse enveloppe, le décret d'adoption à l'intérieur, attendant les signatures. L'avocat de Cassian marmonna quelque chose sur les droits de garde légaux, les responsabilités, mais les mots s'estompaient derrière le battement de son cœur. Il tendit la main vers le stylo. Avant qu'il ne puisse signer, Mara tira doucement sur sa manche. « Qu'est-ce qui se passe quand vous l'écrivez » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Il la regarda, réalisant qu'elle craignait toujours que ce ne soit pas réel. « Quand je l'écris, dit-il, cela signifie que personne, ni le système, ni le passé, ni personne ne peut vous prendre, toi ou Théo. Cela signifie que nous sommes une famille. Non par accident, mais par choix. » Elle étudia son visage comme si elle testait chaque mot, puis hocha la tête, se tenant sur la pointe des pieds pour voir le papier. « Alors écrivez-le en grand, murmura-t-elle. Pour qu'il puisse le voir du ciel. » La main de Cassian trembla juste une fois alors que le stylo rencontrait la page. Il écrivit son nom, Cassian Alexander High, en traits fermes et délibérés. À côté, Mara appuya sa petite empreinte digitale là où le greffier lui montra. Théo babilla au bruit, frappant la table de sa main comme s'il signait aussi. Lorsque le marteau de la juge frappa le bois, cela ressembla moins à un ordre qu'à un battement de cœur. « Félicitations, dit-elle chaleureusement. C'est officiel. » Le visage de Mara se froissa d'incrédulité avant de fondre en larmes. Cassian la serra contre lui, sentant ses sanglots contre sa poitrine, petit et féroce. Théo piailla entre eux, agitant ses bras en signe de protestation ravie, jusqu'à ce que Ria le prenne en riant.
La juge sourit à la scène. Je ne dis pas souvent cela au tribunal, monsieur Aïe, dit-elle, mais j'espère que votre maison ne sera plus jamais silencieuse. Cassian leva les yeux brillants. Moi non plus. Ce soir-là, le manoir brillait comme s'il avait avalé le coucher de soleil. Ria cuisina. Dana resta pour le dîner et des rires résonnèrent de la cuisine pour la première fois de son histoire. Théo était assis dans une chaise haute, écrasant des carottes en purée dans son assiette. Mara dessinait sur la table avec des crayons et Cassian, toujours en costume, les manches retroussées, se tenait devant la cuisinière, faisant des crêpes parce qu'elle avait dit un jour qu'elle la faisait se sentir en sécurité. Est-ce à ça que ressemble l'éternité, demanda Mara alors qu'il posait une assiette devant elle. Il sourit. Ça a l'air désordonné. Elle sourit. Le désordre, c'est bien. Plus tard, lorsque les invités furent partis et que la maison se calma au son de la pluie contre la vitre, Cassian traversa les couloirs, s'arrêtant devant la pièce qui avait autrefois été vide. Maintenant, c'était un collage de jouets, de dessins et de rires séchés dans l'air. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Mara dormir, blotti à côté de Théo, le léger va-et-vient de leur respiration remplissant l'espace. Ria apparut derrière lui. « Tu vas bien ?» Cassian hocha lentement la tête. « Pour la première fois. »« Oui, tu as fait une bonne chose, Cassian. » Il la regarda, les yeux doux mais inébranlables. « Non, c'est eux. » Il se tourna vers la fenêtre où le reflet du feu dansait sur la vitre. Ils m'ont ouvert la porte. Quelques semaines plus tard, l'enveloppe avec le sceau du tribunal était encadrée sur le mur du salon. En dessous, le dessin au crayon de Mara était fièrement accroché. 3 personnages se tenant la main sous un soleil jaune. Les mots, tordus mais clairs, notre famille. A eu premier soir chaud du printemps, ils retournèrent sur la colline derrière la maison où la tempête les avait d'abord piégés. La neige avait disparu maintenant, remplacée par de minuscules fleurs sauvages poussant à travers le sol. Cassian étala une couverture, déposant Théo tandis que Mara courait en cercle autour d'eux, son rire résonnant sur les montagnes. Quand elle s'effondra finalement à ses côtés, les joues rougies, elle pointa à l'horizon. La tempête est venue de là-bas, dit-elle. Il suivit son regard, et elle est partie de là aussi. Elle s'appuya contre lui. Penses-tu qu'elle reviendra un jour ? Cassian passa un bras autour de ses épaules. Peut-être point les tempêtes reviennent toujours, mais cette fois, nous serons prêts ensemble. Elle sourit d'un air endormi, posant sa tête contre son flanc. Théo babilla à leur côté, agitant une poignée d'herbe en signe de triomphe. Cassian inclina son visage vers le soleil couchant, le vent lui caressant les cheveux. Pour la première fois depuis la nuit où elle avait frappé à sa porte. Et elle sentit le monde non pas comme quelque chose à survivre, mais comme quelque chose à partager. Il baissa les yeux vers les enfants à ses côtés, ses enfants, et murmura presque pour lui-même. Pour toujours n'est pas un mot sur papier. C'est ce que nous faisons de chaque jour après ça. La voix de Mara vint, somnolente mais sûre. Alors nous l'avons déjà, papa. Cassian sourit, les yeux brillants contre la lumière dorée. Et alors que le ciel s'assombrissait au crépuscule sur les tétons, l'homme qui avait autrefois construit une forteresse pour empêcher l'amour d'entrer, était assis en plein air, entouré de tout ce qu'il pensait ne pas mériter. La famille, les rires et une paix qui durerait plus longtemps que n'importe quelle tempête.